Ah, c'est tout très, très compliqué, Onion Ring. On va dire ça comme ça. Il y a 10 ans, il se passait On ça. pèse pause. The subprime crisis. Donc, on reçoit Dominique pour sa première capsule ici à la Dame. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Dominique. Mais ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Je suis vraiment excitée. Là. C'est assez particulier parce que peut-être que tu me l'avais dit puis je m'en rappelais mal, là, mais hier, j'ai mentionné que ce serait le fun d'avoir quelqu'un qui vient nous expliquer un petit peu la crypto et ces affaires-là. Puis j'ai absolument manqué le show hier. Donc, j'ai absolument manqué le show hier. Fait que je suis même, écoute, heureuse de Ben oui, c'est ça. On d'exaucer comble le ton besoin. souhait. Puis là, le défécateur vient de nous raider pendant qu'on écoutait du défécateur. Il se passe des affaires, mesdames et messieurs. Tout est dans tout. Everything is in the Nonos Forever. Bon, donc, premièrement, je tiens à dire que je ne donne pas de conseils financiers. Toute personne doit dire ces choses-là quand on parle de Bitcoin. Et aujourd'hui, j'expose une enquête que j'ai faite sur le Bitcoin. Je vais pas vous dire que j'ai raison. Je vais pas vous dire que j'ai tort. Je vais juste vous donner des faits, puis vous pourrez en venir à la conclusion que vous souhaitez par la suite. J'aime ça. Donc, dans le fond, cette idée de chronique-là m'est venue en allant à la chaîne des Manigances parler des délires de Tadros, des délires Bitcoin de Tadros. Donc, les Manigances, je pense qu'il est dans le chat. Oui, donc, notre bon Pierre. Coucou Pierre. Et de là, j'ai un peu poussé, parce que c'est un peu dans ma nature, quand je commence à traiter d'un sujet, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et en poussant, j'ai réalisé qu'il y en avait plus à dire que ce que j'avais dit chez les Manigances. OK. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des trucs que j'ai dit aux Manigances, mais on va plus loin aujourd'hui. On va plus loin. On se prépare. Donc, je vais vous parler, dans le fond, le premier vidéo va parler de la crise financière de 2008. La source, je l'ai pris sur YouTube, ça vient du channel YouTube du Monde, Le Monde, la publication. La vidéo a été produite il y a plus de 5 ans, donc certaines informations sont plus exactes, sauf que on peut quand même s'y fier. C'est des explications simples, puis ça va nous donner, ce que je veux que vous reteniez surtout, c'est l'intro de ce qui a mené à la naissance du Bitcoin et les problèmes qui ont mené à la crise financière. Donc, focus là-dessus dans la vidéo. La crise financière de 2008. Oui, le la crise bailout, financière OK. de 2008. Les subprimes, voilà. Ben, merci beaucoup, Dominique. On se lance là-dedans. Il y a 10 ans, il se passait ça. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Ah ouais, hein, DJ Mutant, vous l'avez eu difficile. Sectors. Apple's under pressure. Yahoo down 8.5%. Cisco 6.5%. We're in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. Selon ce monsieur, la crise des subprimes aurait pu terminer comme la Grande Dépression de 1929, c'est-à-dire un effondrement de la finance mondiale et un désastre économique et social. Alors, que s'est-il passé? Et puis d'abord, c'est quoi un subprime? Eh bien, lorsque vous achetez une maison, la plupart du temps, vous demandez à une banque de vous prêter une somme d'argent. En échange, tous les mois, vous remboursez une partie de cet argent plus des intérêts. Et quand vous ne pouvez plus rembourser, cela s'appelle un défaut de paiement. Si le risque que vous fassiez défaut est faible, les Américains appellent cela un prime. Mais s'il est réaliste de penser que vous pouvez faire défaut, parce que vous êtes dans une situation de précarité professionnelle par exemple, les Américains appellent cela un subprime, c'est-à-dire un emprunt risqué. Mais au début des années 2000, le subprime va devenir très populaire, et ce, pour au moins 2 raisons. Tout d'abord parce qu'à ce moment-là, pour tout un tas de facteurs que l'on n'a pas le temps d'expliquer ici, les taux d'intérêt sont très bas. Or, les taux d'intérêt en économie, c'est tout simplement ce qui permet aux investisseurs de gagner de l'argent. Du coup, à cause de ces taux bas, le bon vieux bon du trésor par exemple, qui consiste à racheter une part de la dette d'un État, ne rapporte presque plus rien. Et comme les investisseurs aiment bien gagner de l'argent, ils vont commencer à en chercher ailleurs. Comme par exemple dans le secteur de l'immobilier américain. Le taux d'intérêt, en fait, c'est le la prix deuxième de la explication. monnaie. Tout porte à croire que l'immobilier, justement, est le nouvel C'est mal Eldorado des investisseurs. Les politiques, d'une part, qui incitent les ménages à acheter une maison et les banques à leur prêter de l'argent, et d'autre part, le sentiment qu'investir de l'argent dans l'immobilier, ça ne présente aucun risque. Well, they're mortgages. And who the hell doesn't pay their mortgage? Ce sentiment est en plus renforcé par le système de l'hypothèque. Eh ben. L'hypothèque, c'est un document donné par les gens qui empruntent de l'argent
et qui dit, en gros, que s'ils arrêtent de rembourser, leur maison sera saisie puis revendue par leurs créanciers. Résultat, dans les années 2000, tout le monde se jette sur l'immobilier. D'accord, mais alors, comment les investisseurs ont-ils fait pour investir le marché de l'immobilier? Vous avez peut-être vaguement entendu parler de mots un peu obscurs comme CDO ou swaps. Mais le plus important pour comprendre la crise, c'est le mot titrisation. Concrètement, cela veut dire que l'on transforme les créances des banques en titres, c'est-à-dire en objets virtuels qui a de la valeur sur le marché financier. Les créances immobilières, qui avant appartenaient aux banques, deviennent donc la propriété des investisseurs sous la forme de titres. Hey, salut, Mais la demande pour Je ces m'ennuie, titres Mathieu. devient tellement forte que les banques sont obligées d'en créer plus. Or, pour en créer plus, elles doivent prêter davantage. Et pour prêter davantage, C'est la réserve elles ont recours à des fractionnaire. prêts de plus en plus risqués. Donc, là-dessus, c'est un peu moins bien expliqué, mais ce qui est arrivé, c'est que, évidemment, normalement, il y avait au départ une partie des titres qui étaient en subprime et une partie qui était en prime. Donc, au départ, la fraction prime était très élevée par rapport à la fraction subprime. Mais à force de devoir chercher des gens à qui prêter de l'argent, ils se sont mis à aller chercher des gens dans la rue pour leur faire acheter une maison. Ouais. Et ils se sont retrouvés avec des titres financiers qui avaient plus de subprime que de prime dedans. Donc, mais ils les ont vendus de la même façon que les autres. OK. Puis c'est de là que c'est devenu problématique. Ben oui, parce que ça faisait plein de monde qui pouvait pas rembourser leur emprunt. Exact. Fait que là, il y avait plein d'hypothèques qui étaient pas respectées, fait qu'il y a eu plein de maisons qui ont été ensuite... Exact. Puis historiquement, quand on parle de l'immobilier, on dit que c'est super sécuritaire. C'est sécuritaire parce que tu peux vendre la maison. Ouais, t'as Mais un collatéral, t'habites dedans. Oui. Sauf que, puis quand tu as l'hypothèque, quand tu as pris l'hypothèque sur la maison, quand tu as donné l'hypothèque, en fait, quand tu es la banque, puis que tu as offert une hypothèque sur la maison, tu as un bien que tu vas pouvoir saisir puis revendre. Mais ça, c'est si tu peux le revendre. S'il n'y a plus personne qui veut en acheter parce qu'ils sont tout le monde en faillite, tu peux plus la revendre. Donc, tu as un bien qui te sert à rien Ouais. et qui n'a pas de valeur. Qui est placardé, puis même c'est déprimant pour... ça devient... Ouais, je comprends. Quand on parle de titrisation, c'est-tu quelque chose qu'on règle là ou on va voir avec les... Je vais l'expliquer. Titrisation, c'est dans le fond, ils ont pris... Parce qu'ils vont pas mettre une hypothèque sur le marché financier, ça serait un trop petit montant. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre plusieurs hypothèques ensemble, puis ils vont les réunir sous un titre qui va être la dette d'une banque envers... la dette des gens envers une banque. Et c'est là que les titres sont devenus de plus en plus... la fraction de subprime dans les titres est devenue de plus en plus élevée. OK, je comprends. Donc, c'est pour ça. C'est là que la bulle a explosé. OK. Les subprimes. Mais tu sais pas ce que j'ai fait hier? J'ai investi dans l'immobilier. Ah ouais, ça rapporte ça? Attends, tu rigoles? T'as entendu parler des subprimes? C'est le truc que les banques elles vendent en ce moment. Les prix arrêtent pas de monter, ça rapporte des sommes de malades. Mais c'est pas un peu risqué? Parce que le problème avec les pauvres, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'arrêtent de rembourser, non? Non, justement, c'est ça le truc. S'ils arrêtent de rembourser, leurs maisons elles sont hypothéquées, on les revend et du coup on perd rien du tout. Ouais, c'est pas con. Et en plus de ça, j'ai pris une C'est assurance. exactement ce donc il y que a je disais. Zéro risque. C'est pour Et ça que l'année dernière, je crois que je me suis fait un truc pas comme risqué 25 millions. techniquement. Mais... Combien? 25 millions. Et il en resterait pas un peu à vendre à ton banquier? Pendant plusieurs années, les investisseurs spéculent et gagnent beaucoup d'argent grâce à l'immobilier. Et comme la demande augmente, les prix, eux, grimpent très vite. Trop vite. C'est ce qu'on appelle une bulle spéculative. Or, il y a une chose que toutes les bulles ont en commun. Elles éclatent. Mi-2006, le nombre de défauts de paiement commence à augmenter. Au début, personne ne panique, puisqu'il suffit de revendre tous ses biens immobiliers. Sauf que les subprimes pèsent alors 600 milliards de dollars, soit un quart du total des crédits distribués aux États-Unis. Cela fait vraiment beaucoup de nouvelles maisons à vendre, et comme les prix sont très hauts, plus personne n'est là pour les acheter. Dès lors, les investisseurs arrêtent d'acheter des créances immobilières, et les banques se retrouvent coincées avec des crédits que plus personne ne rembourse. Dès 2007, plusieurs annoncent qu'elles sont en faillite. Les investisseurs, eux, qui avaient misé beaucoup d'argent, se mettent à tout perdre. Sans oublier les traders, qui s'étaient mis à parier massivement sur la valeur de tous ces titres. La suite, tout le monde la connaît. Septembre 2008, Lehman Brothers, l'une des banques d'investissement les plus vieilles et les plus puissantes au monde, déclare qu'elle est en faillite. Octobre, les États-Unis annoncent un plan de sauvetage du système financier américain. Dans les mois qui suivent, la crise devient mondiale. Les États dépensent des centaines de milliards de dollars pour sauver leurs banques et l'économie. Alors, 10 ans plus tard, une telle crise pourrait-elle se reproduire? Eh bien, aux États-Unis comme en Europe,
un certain nombre de règles ont été mises en place pour l'éviter. Désormais, les banques sont soumises à plus de transparence, mais surtout, elles doivent posséder des fonds propres beaucoup plus importants qu'avant. Car c'est là, au fond, que réside la véritable explication de la crise. À force de spéculer, c'est-à-dire de gagner de l'argent avec de l'argent, les investisseurs et les banques ont déconnecté le marché de l'économie réelle. Le problème, c'est que ça peut se reproduire. Les subprimes et le marché immobilier sont en fait le contexte de la crise, et non la cause. Mais les pratiques qui en sont à l'origine, elles, sont toujours là. Si les banques ont été régulées, les fonds d'investissement, eux, se sont beaucoup plus librement développés depuis 2007. Et au passage, ils ont récupéré certaines anciennes activités des banques. Or aujourd'hui, cette finance de l'ombre, comme l'appellent les économistes, pèserait environ 150% du PIB des États concernés. C'est plus que le niveau atteint à la veille de la crise des subprimes. Donc, ce que je vous ai demandé de remarquer, c'est... Bonjour à tous et on va bienvenue. faire pause encore une fois, merci beaucoup. Ce que je vous ai demandé de remarquer, c'est que le problème vient des grandes firmes d'investissement. Les banques ont été réglementées parce que c'est elles qui ont fait faillite initialement, donc c'est là-dessus qu'ils ont été capables de poser des conditions, mais les firmes d'investissement qui ont été les acheteurs et qui ont causé le problème en voulant toujours plus, elles sont pas plus réglementées aujourd'hui. Ouais. Même encore là, comme on le voit, elles ont 150% du PIB de certains États. C'est incroyable. Fait que c'est pas des bonnes nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles. Mais surtout, avec ce que je vais vous raconter, là, on s'en vient. OK. J'ai construit ça là, pour que ça se suive. Parfait. Donc là, maintenant, pour faire face à ça, là, les gens, beaucoup de personnes ont perdu confiance en l'économie. Il y avait eu des tentatives de crypto-monnaie par le passé, mais ça n'avait pas fonctionné parce que ça intéressait pas vraiment les gens. Ah ouais, hein? C'est... Ah ouais? Ouais, il y a eu 3 crypto-monnaies qui ont essayé de s'établir avant le Bitcoin. Sur le blockchain, là, même affaire. Genre. Un peu différent, mais quand même. Mais tu sais, il y avait des variantes, évidemment. Là, c'est pas la même chose. Il y avait des problèmes. Entre autres, il y en a que ça n'a pas fonctionné à cause des problèmes de sécurité. Mais même à ça, il n'y avait pas nécessairement d'investisseurs ou de gens qui demandaient de la crypto-monnaie. Je comprends. Sauf que la crise de 2008 a donné naissance à une insécurité des gens, une méfiance des gens envers le système bancaire. Puis de là, c'est là qu'on obtient la crise. Dans le fond, c'est là que Bitcoin a pu trouver des acheteurs, des gens intéressés, des gens qui ont pu trouver une justification pour dire aux gens, vous voyez, vous êtes intéressés à notre produit. Ouais. Un peu comme Carl Giroux, tantôt, qui nous parlait du petit gras de la reine, puis qui nous dit, « Ah, t'as du petit gras de la reine, t'es intéressé à mon produit, right? » Le petit gras de la reine. Voilà, même si son produit règle pas le problème. Mais ça, c'est une chose. Donc là, maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui va vous expliquer la naissance des crypto-monnaies. Il n'est pas parfait, du Bitcoin en fait, et des crypto-monnaies. Il est vraiment pas parfait. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube de Vincent Verger. Ah, j'oubliais. Je voulais le dire au début, mais j'ai oublié de me le noter. Je vais mettre sur le serveur Discord de Douteux tous les liens à la fin de ma présentation, ou peut-être demain matin. Je vais mettre tous les liens, toutes les vidéos. Vous pourrez aller les écouter après. Parce que on est en dictature. En dictature, on donne nos sources. C'est voilà. ça qu'on fait. C'est ça tu qu'on me fait. les enverras, je vais les mettre dans l'upload aussi. Bon, ben, parfait. Donc, c'est une vidéo qui a déjà plus que 2 ans, la vidéo que je vais vous présenter sur la naissance du Bitcoin. C'est un discours... Le discours de la chaîne, en général, est particulièrement pro-crypto-monnaie. Toutefois, comme on parle de l'histoire, que c'est assez factuel, c'est des faits vérifiables, j'ai cherché une vidéo en français. En fait, j'ai validé que les informations étaient aussi véritables, puis qui étaient aussi les mêmes que sur une vidéo en anglais, mais je le voulais en français pour que la chaîne puisse... pour que les auditeurs puissent tous comprendre. Donc voilà, la vidéo sur l'histoire du Bitcoin par Vincent Verger. Avant de commencer cette présentation sur l'histoire du Bitcoin, je vous invite à voter pour le sujet que vous voulez voir la semaine prochaine. Vous avez le choix entre le Deep et Dark Web, une analyse de l'économie ouais, pour de la ça, série je suis Altered désolée, Carbon, les débuts de vidéo, c'est que je ne sais pas encore des comment actualités éditer. sur Là, les crypto-monnaies. je vais me spécialiser Vous pour les pouvez voter prochaines fois, puis je jusqu'à vais garder mardi d'enlever les minuit. bouts inutiles dans Le les résultat vidéos. sera ensuite annoncé Je les sur ai Twitter downloadés, et déjà, Instagram, alors n'hésitez pas à me rejoindre C'est sur pas ces long, réseaux. là. C'est bien parfait. Donc le Bitcoin, Bon. formé de bits qui est une unité d'information en informatique et de coin qui est une pièce de monnaie,
est la première crypto-monnaie de l'histoire qui ait réellement fonctionné. Elle a été créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, qui est un ou des personnes. C'est ça, on sait Le pas Bitcoin c'est qui. est connu aujourd'hui pour être la première des crypto-monnaies, autant dans le temps que dans la capitalisation totale, soit la valeur de tous les bitcoins réunis. Première aussi par son prix unitaire qui vaut environ 9000 $ au moment où j'enregistre cette vidéo, elle est utilisée comme crypto-monnaie de référence, notamment par les exchanges, donc les plateformes d'échange de crypto-monnaies comme Binance, Bittrex, Kraken, Coinbase, Crypto.com et j'en passe. Surnommée l'or virtuel, elle est pour certains experts plus une valeur refuge, comme l'or, qu'un système de paiement. Merci, Car Gord. il existe d'autres crypto-monnaies plus rapides, moins coûteuses en énergie, plus pratiques, etc. Mais comme l'or a été utilisé pendant des milliers d'années comme moyen de paiement pour devenir une valeur refuge aujourd'hui, le Bitcoin devrait avoir encore quelques beaux jours devant lui. D'ailleurs, il est encore possible d'échanger de l'or contre des biens ou de la monnaie, comme il est actuellement possible d'échanger du Bitcoin contre des biens, de la monnaie ou même des crypto-monnaies. Cependant, une subtilité est à connaître. Le Bitcoin, avec une minuscule qui est une unité, le token utilisé, par exemple j'ai un Bitcoin comme j'ai un euro, n'est pas à confondre avec le Bitcoin, avec une majuscule, qui désigne le système d'échange peer-to-peer, le protocole, le réseau Bitcoin. Donc Bitcoin est un nom et Bitcoin est une unité. Sa valeur est basée sur l'offre et la demande, soit Comme la valeur l'esprit à puis le laquelle les gens Saint-Esprit, sont prêts à acheter un Bitcoin. Satoshi est weird, Si hein, la les voix demande de augmente Satoshi ou sont que l'offre impénétrables. baisse, la valeur un montera, Bitcoin, c'est un et Bitcoin. inversement. C'est vrai. Un La Bitcoin, majorité c'est un des Bitcoin. autres crypto-monnaies sont basées sur la valeur de leur technologie. Car oui, derrière les noms de crypto-monnaies se cachent de véritables technologies toutes plus intéressantes les unes que les autres. Bref, je vous parlerai de ces technologies en accord avec la blockchain et les crypto-monnaies dans une autre vidéo. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'histoire de ce fameux Bitcoin. Let's go, Westy, bring it. En 2008 a eu lieu la crise des subprimes qui a causé la faillite de plusieurs fonds d'investissement C'est et ça qu'on de la banque expliquait. Lehman Brothers qui a explosé l'ensemble du système Salut bancaire Adil, américain. c'est Dominique qui est avec Cette nous pour crise nous parler a mis en de évidence les Bitcoin. lacunes du système bancaire et financier, mais rien n'a réellement changé depuis. Quelques monnaies virtuelles, dont certaines étaient des crypto-monnaies, ont essayé de se lancer avant, comme le Hashcash en 1997, le B-Money en 1998 ou encore le BitGold en 2008. Mais toutes ont échoué pour différentes raisons. Par exemple, le BitGold, une monnaie numérique décentralisée basée sur des chaînes infalsifiables de preuves de travail qui utilisait beaucoup d'éléments qu'on retrouve aujourd'hui dans le Bitcoin, est tombée, car celle-ci était trop vulnérable aux attaques. Le 22 août 2008, Satoshi Nakamoto a envoyé un brouillon du white paper, donc la page détaillant le fonctionnement et les règles du Bitcoin, à Wei Dai, un informaticien connu pour sa contribution à la cryptographie. Le titre était Electronic Cash Without Trusted Third Party, littéralement monnaie digitale sans tiers de confiance, ce qui annonçait déjà ce que serait le Bitcoin. Bonsoir, Ce white douteux paper et sera douteuses publié visages ensuite avec les le sourcils 31 octobre relevés, tête de 2008 fou. et le premier bloc Bitcoin Salut Malcolm. nommé Genesis Block fut généré le 3 janvier 2009. Pour prouver que le premier bloc a bien été émis à cette date, que le système n'a pas été falsifié, le bloc Genesis contient le texte « Le 3 janvier 2009, le chancelier est sur le point de faire un second plan de sauvetage des banques », écrit bien sûr en anglais. Cette info, qui n'a été connue que ce jour-là, atteste que la date de génération du premier bloc était bien le 3 janvier. Le premier cours de change est donné le 5 octobre 2009 sur la plateforme New Liberty Standard et coûte 1309 bitcoins pour 1 $, soit environ 0,076 cents le bitcoin. C'est pas Le un premier sou, achat Bitcoin. réel en bitcoin fut Bol. 2 pizzas pour la somme de 10 000 $, le 22 mai 2010. Cet événement est maintenant nommé le Bitcoin Pizza Day et a fêté son 10e anniversaire avant-hier. En février 2011, le Bitcoin atteint la somme symbolique de 1 $, soit environ 1300 fois plus que le 5 octobre 2009. Le 27 septembre 2012 fut fondée la fondation Bitcoin qui a pour but de protéger et de promouvoir le Bitcoin. Ensuite, le 28 novembre 2012, le premier halving du Bitcoin a eu lieu. Mais qu'est-ce que c'est ? Globalement, des bitcoins sont émis par le réseau Bitcoin. Au début, il y avait 50 bitcoins émis par bloc miné et donnés en récompense aux mineurs. Les mineurs sont des ordinateurs qui réalisent des tâches pour le réseau Bitcoin, le permettant de fonctionner. Le fait d'effectuer ces tâches pour le réseau est appelé miner. Donc le halving, un événement qui se produit environ tous les 4 ans, divise la récompense par 2. Elle est donc passée à 25 bitcoins par bloc.
Presque un an plus tard, le 19 novembre 2013, la Réserve fédérale américaine, la Fed, et le département américain de la justice émettent des avis plutôt positifs. Ce dernier qualifie le Bitcoin de monnaie légitime et l'ancien président de la Fed dit qu'elle a du potentiel. Exactement un an après le premier halving, le 28 novembre 2013, le Bitcoin passe le cap des 1000 $ et franchit pour la première fois le cap des 100 000 transactions en une seule journée. Avec la fermeture de Silk Road, un grand marketplace, comme Amazon, mais illégal sur le Darknet, le Bitcoin progresse beaucoup. Il passe de 237 € le 7 novembre à 912 € le 4 décembre 2013. À cette époque, MTGOX est alors la plus grande plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies. Lui, il a dit c'était Amazon, mais mais fin sur 2013, le dark le Bitcoin web. est Là, largement mais critiqué par les banques centrales, les banques nationales et les banques privées. Disons qu'Amazon a un range de produits un peu différent de mon Amazon à moi. Là. La Banque de France, l'autorité bancaire européenne, la Banque centrale d'Inde, puis la Banque centrale de Fédération de Russie ont tous publié un avis sur le Bitcoin. Non, tu peux pas y dire fioriture, et à chaque fois peut-être que je plutôt t'ai négatif. désinformé, je m'excuse. Apple a même interdit l'utilisation de Bitcoin via ses applications. En février 2014, le réseau Bitcoin est victime d'une attaque massive lancée sur de nombreuses plateformes de change, et c'est comme ça que MTGOX fait faillite le 28 février. J'aimerais que vous remarquiez ici près que de ça a été 750 000 hacké. bitcoins. Ça va être important pour la suite. Le cours s'est ensuite effondré, passant en dessous de 160 €. Mais ce n'était que le début des ennuis pour le Bitcoin, car le 13 juin, la coopérative de mineurs GH.io parvient à rassembler 51% de la puissance minière du Bitcoin. La puissance retombe dès le lendemain suite à une mobilisation de la communauté. Il faut savoir que si on possède plus de 50% de la puissance du Bitcoin, il devient alors possible d'accepter ou de refuser n'importe quelle transaction. Car si on a plus de la moitié de la puissance, on détient la majorité absolue. On pourrait donc effectuer une transaction frauduleuse, puis la valider soi-même, pour générer ou même voler des quantités astronomiques de Bitcoin. Ben là, mais cela n'aurait pas grand intérêt. Tu peux quand car même suite à t'en tel acheter événement, un puis te le faire cours fourrer. Bitcoin Là, s'effondrerait, laissant celui qui a la majorité comme le le souverain résultat d'un est moins royaume sans important. peur. Là. Ouais, Ensuite, Big Mera, le c'était 5 beaucoup de la janvier drogue. 2015, un vol de 18 On s'entend que là, 864 encore une fois, on vient de voir qu'il y a une autre sur la façon plateforme de slovène Bitstamp va provoquer un nouveau hacker le crash du Bitcoin. Bitcoin qui chute momentanément sous la barre des 155 €. Cette série d'événements aurait pu causer la fin du Bitcoin, mais le 10 mars 2015, le cours du Bitcoin repart à la hausse et atteint 275 €. Et le 19 mai, le New York Stock Exchange intègre le cours du Bitcoin sous l'indice NYXBT. Le 9 juillet 2016 se produit le second halving du Bitcoin, faisant passer la récompense de 25 à 12,5 Bitcoin. Le cours est alors à 590 €. Le 2 août, la plateforme Bitfinex est victime d'un vol de 119 756 encore quelque Bitcoin. chose. Le cours du Bitcoin a donc baissé de plus de 10% suite à cette annonce, jusqu'à atteindre 430 € avant de rebondir. Au 1er janvier 2017, le Bitcoin atteint les 1000 $. Le 2 septembre, un nouveau record de valeur est battu, avec un pic à 4174 €, soit 4960 Ah, mais ça, que je suis en train de penser à Le Daniel 4 Tadros. septembre, les autorités chinoises interdisent les ICO. Ça devait être Une bon, ICO hein, est ce que un t'as fait Initial au Coin Manigance. Moi, Offering. je veux le voir. C'est une méthode de levée de fonds fonctionnant C'est via excellent. l'émission d'actifs C'est numériques excellent avec échangeables Pierre en contre plus, des là. crypto-monnaies durant la phase de démarrage d'un projet. En bref, au démarrage d'un projet autour de la blockchain et des crypto-monnaies, ils échangent leurs tokens, donc leurs crypto-monnaies qu'ils viennent de créer, contre d'autres cryptos, le plus souvent de l'Ether ou du Bitcoin. Cela permet de lever des fonds importants en un temps record. Par exemple, Stroj, un service de stockage de cloud décentralisé, a levé début 2017 l'équivalent de 30 millions de $ via une ICO. Tabarnak, hein. Leur token, appelé Strojcoin, permet d'acheter de l'espace de stockage sur le réseau Stroj, et inversement, de louer de l'espace libre de votre ordinateur sur les réseaux pour être rémunéré en Strojcoin. Si vous achetez ou obtenez des Strojcoin, vous pouvez ensuite acheter de l'espace sur le réseau ou les garder dans une perspective de spéculation, ou alors les convertir dans une monnaie traditionnelle. C'est un exemple concret qu'il y a un service, une technologie derrière la majorité des crypto-monnaies. Cependant, beaucoup d'ICO sont frauduleuses et échangent des tokens sans valeur. Je ferai probablement une vidéo sur les ICO et les ECO. Le 14 décembre, un nouveau record de transactions est battu. Plus de 490 000 transactions en une journée. Le 29 novembre, le Wall Street Journal révèle que le Nasdaq envisagerait de lancer des contrats à terme sur le Bitcoin. Le Bitcoin atteint donc les 9 500 €, soit 11 441 $.
Le 17 décembre, le Bitcoin bat un nouveau record historique avec un pic à 16 323 €, soit 19 891 $. Suite à ça, le 22 décembre, le Bitcoin retombe à 10 000 €, après l'annonce d'un encadrement accru des échanges en Corée du Sud. L'année 2018 restera dans la tête des investisseurs comme l'année du bear market, avec une forte correction du Bitcoin de l'ordre de 85%. Le 15 décembre, le Bitcoin est à 2775 € et à son plus bas annuel. Ensuite, 2019 marquera la fin du bear market, avec une reprise forte du prix du Bitcoin dès le début de l'année. Ensuite, le 13 mars 2020, il y a eu un crash financier lié à la crise du Covid-19. Le Bitcoin chute de plus de 45% pour atteindre son plus bas à 3790 €. Le 11 mai a eu lieu le troisième halving du Bitcoin, faisant passer la récompense de 12,5 à 6,25 Bitcoin. Ça fluctue vraiment beaucoup. Environ 9 000 $. Mais suite au halving et à la perte de confiance des gens dans les monnaies gouvernementales liées à la crise et à l'injection dans l'économie de milliards de dollars et des milliards d'euros faisant grimper l'inflation, il est probable que le prix du Bitcoin explose d'ici quelques mois. J'en ferai une vidéo expliquant tout cela. Ça n'a pas été ça. Vous en savez maintenant plus sur l'histoire du Bitcoin. Je n'ai bien évidemment pas pu tout traiter pour ne pas que la vidéo ne dure des heures. Mais j'aurais pu parler du Lightning Network, des forks, des sidechains, de Segwit pour les connaisseurs, ou encore du Bitcoin Cash, du Bitcoin Gold, de la Lightning Torch. Mais j'ai abordé un minimum d'aspects techniques et un maximum de faits historiques et économiques. Bien sûr, je vous invite toujours à faire des recherches complémentaires, toutes mes sources sont en description. Bientôt, vous verrez apparaître un nouveau format sur la chaîne traitant de l'actualité des crypto-monnaies, comme le réseau Bitcoin dans l'espace, ou encore la création d'un crypto-yuan en salut Chine. Doug Brad. Donc on se retrouve la semaine prochaine, samedi à 18 h pour une nouvelle vidéo salut sur Queen le sujet Gerbel, que vous merci aurez d'être choisi. passé. Si vous n'avez pas encore voté pour le sujet de la semaine prochaine, je vous invite fortement à le faire. Merci Vincent Verger. Vous pouvez aussi me Verger. suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. Il s'affiche actuellement sur l'écran. On peut aller à la prochaine. Qu'est-ce qui se passe, François? Il lève le bras. Faut que tu parles dans le micro, par contre. Ça sera pas long. François obtient un micro. Je trouve ça... Je ne crois pas souffrir d'anxiété. Je ne crois pas, je dis bien. Mais je trouve ça très anxiogène comme monnaie, comme argent à gérer. Je me questionne, ça doit amener beaucoup de détresse psychologique, commencer à jouer avec du Bitcoin. Écoute, je suis pas une spécialiste, je peux pas te dire, mais je serais pas surprise. C'est quand même une piste intéressante. Ça fluctue vraiment beaucoup, là. Ah oui. Mais je vais vous en reparler plus tard. C'est important, c'est page 3 de mon document. Là, ce qu'il faut retenir de cette vidéo-là, c'est que Bitcoin a eu un début modeste. Pendant très longtemps, le prix n'a pas vraiment augmenté. On restait dans les en dessous d'un sou pour les Bitcoins. Les gens qui ont initialement acheté le Bitcoin, c'était ceux qui étaient capables de comprendre la technologie. Donc, ça va être des geeks qui étaient capables de comprendre c'est quoi un blockchain, qui étaient exposés à Reddit, entre autres, qui est une communauté. Pas de geeks uniquement, mais qui est une communauté en ligne de gens qui discutent puis qui peuvent s'influencer entre eux. Qui parle Bitcoin, évidemment, parle environnement. Les Bitcoins vont avoir aussi un impact environnemental. Je l'ai mis ici dans ma présentation parce que je voulais pas l'exclure, mais je voulais pas briser la trame logique par la suite. Fait que je l'ai mis là. C'est une vidéo YouTube. Après ça, on va parler un peu plus que juste regarder des vidéos, inquiétez-vous pas. C'est une vidéo de Network TFR. C'est une vidéo publiée en février 2022. Cette vidéo-là, il explique l'impact des crypto-monnaies sur l'environnement. On va l'écouter, Tommy, jusqu'à la 5e minute. Ensuite, la vidéo va parler des stratégies de conception de futures monnaies, de crypto-monnaies, pour réduire la demande énergétique. Puis comme on s'intéresse aujourd'hui au Bitcoin, ça ne sera pas utile. Toutefois, comme j'ai dit plus tôt, le lien vers la vidéo va être dans la description du stream, puis va être aussi sur le serveur de Douteux. Donc, voilà, on peut y aller, Tommy. Alors que le monde s'interroge sur la meilleure façon de lutter contre le changement climatique, nous avons identifié les combustibles fossiles, l'agriculture, la pollution industrielle comme les principaux coupables. Mais ces dernières années, la discussion s'est tournée vers les crypto-monnaies. L'extraction minière, en particulier celle du Bitcoin, consomme une énorme quantité d'énergie.
tandis que la course aux millionnaires en crypto-monnaie pour construire la plateforme minière la plus puissante produit beaucoup plus de déchets électroniques que de gros comptes en banque. Si vous n'y connaissez pas grand chose en crypto, comment elles fonctionnent, comment elles sont minées, etc., je vous recommande d'aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, tout y est expliqué. J'ai également créé un petit quiz de 5 minutes pour que vous me donniez votre avis sur le sujet. Vous trouverez le lien en description. Avec le grand public s'intéressant de plus en plus aux cryptos, on peut être sûr que leur importance va continuer de croître. C'est pourquoi vous trouverez un lien en description vers une vidéo gratuite qui vous révèle les secrets des cryptos et comment les utiliser pour gagner de l'argent, mais alors beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, combien les crypto-monnaies coûtent-elles à l'environnement? Le minage et les transactions en crypto-monnaie contribuent-ils réellement au changement climatique? Voici ce que nous savons à ce jour. Quelle quantité d'énergie est trop importante? L'impact environnemental le plus évident des crypto-monnaies est l'électricité nécessaire au processus d'extraction qui permet de créer de nouvelles pièces numériques. Bien que la plupart des gens connaissent ce processus sous le nom de minage du Bitcoin, de nombreuses formes de crypto-monnaies reposent sur le minage. Mais depuis le lancement du Bitcoin, il est devenu plus en plus difficile de frapper de nouvelles unités monétaires par le biais du minage. La monnaie a été plafonnée à 21 millions d'unités, de sorte que plus on frappe d'unités, moins il y a d'unités disponibles pour le minage, et plus il faut de puissance de calcul pour frapper de nouvelles. Cette rareté programmée a associé au potentiel du gain financier, un bitcoin vaut environ 42 000 $ à l'heure où nous écrivons ces lignes, et la récompense actuelle pour le minage d'un nouveau bloc est de 6,25 bitcoins. Signifie que davantage de personnes utilisent plus d'électricité pour miner ce qui reste. L'indice de consommation électrique du Cambridge Bitcoin estime que le minage de bitcoin dans le monde consomme globalement plus d'électricité par an que certains pays dont les Pays-Bas et le Pakistan. La préoccupation environnementale vient de l'empreinte carbone estimée générée par les centrales électriques qui fournissent cette énergie. Et il n'y a pas que le minage qui consomme beaucoup d'énergie. On estime qu'une seule transaction en Bitcoin consomme 2300 kW d'électricité, soit assez pour alimenter un foyer américain type pendant plus de 78 jours. Ça veut dire que sembler être s'acheter source une paire de d'énergie souliers en propre, mais de nombreux Bitcoin, pays brûlent des c'est combustibles 78 fossiles jours pour la pour une produire, famille. ce qui augmente la quantité de carbone En dans électricité. l'atmosphère et aggrave le changement climatique. Une transaction. Les États-Unis, par exemple, abritent environ 35% des opérations de minage de Bitcoin et produisent 60% de leur Ouais, mais électricité c'est à partir un de gros facteur, combustibles ça. fossiles. Il y a aussi C'est la question quand des même- déchets c'est un électroniques pensée du bien. physiques, des ordinateurs, des cartes graphiques, des plateformes ASIC spécialement conçues, etc. qui sont utilisés pour le minage. Étant donné que l'augmentation de la puissance de calcul se traduit par un avantage dans la course à l'extraction de plus de pièces, les gens mettent constamment à jour et jettent leurs vieux équipements produisant jusqu'à 30 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. Les monnaies numériques ont été conçues pour être difficiles à extraire et pour nécessiter une grande puissance de calcul afin qu'aucune personne ou groupe ne puisse prendre le contrôle de l'ensemble du réseau. Cette caractéristique fait partie de ce qui rend les crypto-monnaies décentralisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de point de contrôle unique. Les crypto-monnaies les plus populaires, comme le Bitcoin et l'Ethereum, fonctionnent selon ce que l'on appelle un système de preuve de travail, le Proof of Work, qui repose sur le fait que les gens doivent résoudre des équations de difficulté variables pour extraire de nouvelles pièces et ajouter de nouveaux blocs d'informations à la blockchain d'une monnaie numérique. Ce système a été développé en partie pour centrer les cyberattaques où une personne crée une multitude de fausses identités et les utilise pour prendre le contrôle de la majorité du réseau. Étant donné que tous les membres du réseau se battent pour être les premiers à résoudre ces équations et obtenir la récompense monétaire, la personne disposant de la plus grande puissance de traitement a les meilleures chances de gagner. Cela conduit les gens à assembler des plus gros appareils de minage ou même des réseaux d'appareils de minage qui résolvent les équations les plus rapidement possible. Comme la quantité d'énergie utilisée dépend de la taille du réseau minier, les quantités d'énergie toujours plus importantes sont nécessaires pour extraire de nouvelles pièces. Le prix et la disponibilité de l'électricité peuvent également affecter le volume des opérations de minage de crypto-monnaies. Si l'électricité est moins chère dans un pays, ou même dans une partie d'un pays que dans un autre, il est logique d'un point de vue commercial d'y centraliser les opérations de minage. Avant de voir comment réduire l'impact des crypto-monnaies sur l'environnement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour accéder à la présentation de notre méthode. 5 étapes et 15 vidéos ultra détaillées pour vous expliquer comment gagner de l'argent de manière sécurisée, sans aucune perte avec les cryptos. Alors avant que vous commenciez à investir, sachez que l'on peut réduire peut l'impact s'arrêter là, environnemental des Ah, crypto-monnaies, c'est là. plutôt Ouais, que c'est de là, régler des c'est problèmes. là. Ça nous amène donc à cette autre image ici. Hey, vas-y. Ouais. Donc, je vais vite faire un retour sur la vidéo. Moi, c'est quelque chose qui m'a jeté à terre quand j'ai appris qu'une transaction utilise 2300 kWh. C'est beaucoup. Ça veut dire, c'est l'équivalent. Ça veut dire, tu vas t'acheter une paire de chaussures, là, comme je disais, puis tu payes une pizza. C'est 78 jours d'électricité pour un foyer. Je
veux pas être plate, mais un samedi de magasinage, c'est 1 an d'électricité pour moi. Ouais. Ça n'a aucun sens. Le pourquoi je vous présente ça, cette image-là, c'est que je voulais vous montrer que Bitcoin a vraiment une communauté en ligne qui est partout dans le monde. Donc, il y a des milliers de YouTubers. Là, j'ai pas pris plein de milliers de screenshots de YouTubers, mais je voulais vous montrer cet après-midi, quand j'ai pris le screenshot, il y avait 11 700 personnes en ligne sur le serveur Bitcoin de Reddit. Il y a 4,8 millions de personnes qui sont membres de ce serveur-là. C'est le 43e plus populeux serveur ou plus actif serveur. Il y a des centaines des milliers de publications par jour qui s'y font. Puis, il y a vraiment beaucoup d'interactions. Là. Je l'ai screené, vous pouvez aller le voir. C'est quand même intéressant. Sauf que on réalise rapidement qu'il y a toute une communauté, tout un lingo, il y a toute une culture qui vient avec le Bitcoin. Ah, ça, c'est sûr. Donc, c'est ça. C'est quand même difficile d'évaluer la culture d'un serveur ou d'un... Mais je vais vous revenir avec ça après en vous parlant du vocabulaire. Sachez que le Bitcoin, c'est mondial. Qui dit culture dit influenceur. Donc là, il y a des influenceurs. On a des influenceurs avec un peu moins de reach, comme les Tadros. Sinon, il y a des influenceurs qui ont quand même réussi à avoir accès à des plateformes importantes. Je te demanderais, Tommy, de passer à l'image suivante, s'il te plaît. Donc, dans la vidéo qui s'en vient, vous allez voir 3 personnes. En fait, vous allez voir plus que 3 personnes. Vous allez voir Guillaume Lepage, Danny Turcotte, puis vous allez voir Véronique Cloutier. Si vous n'êtes pas les enfants de François Pérusse, vous savez qui est Véronique Cloutier. Donc, sinon, dans la vidéo, il y a aussi, dans les personnes qui nous intéressent aujourd'hui, il y a Jonathan Hamel. Ah, pas lui. On le connaît. Ah. Ouais, je l'ai choisi, cette vidéo-là, expressément pour ça. Douche. Jonathan Hamel, pour ceux qui ne sont pas Tommy, était membre du comité économique d'Éric Duhem au moment de la course à la chefferie du Parti conservateur. C'est un collaborateur régulier de Radio Pirate Live. Puis, ses frasques et ses propos de septembre 2021 lui ont fait, on va dire qu'il a quitté l'Institut économique de Montréal et le HEC. Le HEC, c'est plus big. L'IEDM, n'importe qui de saucé peut être là-dedans pas mal. On va vendre ton... Ouais, pas pire. Elisabeth Préfontaine, là, j'avais, là, Tommy, tu peux pas t'imaginer le nombre de screenshots que j'avais de LinkedIn d'Elisabeth Préfontaine. Je vous invite à aller le voir, là. Vous allez voir ses petites publications, ce qu'elle like. Je pense que je peux dire avec assurance qu'elle était pas... Non, Pierre. Qu'elle était pas très dans le rang des mesures sanitaires. Elle était plus dans le camp de ceux qui les aimaient pas. Elle est plus dans le camp de ceux qui sont contre la vaccination. Elle est très fan de Patrick Provost. D'ailleurs, dans une des interactions, ils se sont proposés de s'écrire en privé. Il y a une semaine. Ouais, j'ai tout... Pour l'abarter. Hein, je suis une patineuse, faut se l'avouer. C'est correct. Puis c'est ça. Elisabeth Préfontaine est une entrepreneure en technologie financière. Elle a fait un bac à l'UQAM. Elle a fait un MBA à l'UQAM. Puis elle a fait un programme qui est... dans le fond, c'est à Harvard. Toutefois, c'est le genre de programme où tu payes puis tu obtiens le diplôme. Donc... Et sinon, il va y avoir Michel Nadeau, qui est un journaliste puis un expert en sciences. Toutefois, là, je ne vais pas aller plus loin sur son dossier parce qu'il est décédé en octobre 2021. Puis je suis pas à l'aise de parler des morts comme ça. Dans le fond, cette vidéo-là, le pourquoi je vous la présente aujourd'hui, c'est que c'est la première fois... Quand j'ai vu cette vidéo-là, 1er avril 2018, c'est la première fois que je me suis dit, il y a quelque chose de louche avec le Bitcoin. Ils vont parler de Bitcoin avec Guillaume Lepage. Ils vont s'ostiner. Mais, comment je vais le dire pour que ça soit...
Les informations sont telles que telles. C'est ce qu'on entend tout le temps des influenceurs Bitcoin. Toutefois, remarquez Madame Préfontaine. Remarquez la théâtralité de ses interventions. Sérieusement, moi, ce que je m'étais dit à l'époque, c'est soit qu'elle sort directement de l'école de théâtre ou que cette femme-là a quelque chose à cacher. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'entre-deux. Sinon, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de... À chaque fois que M. Nadeau va apporter une critique, Mme Préfontaine puis M. Hamel vont la balayer maladroitement sous le tapis, puis ils vont utiliser des sophismes, beaucoup de whataboutism et beaucoup de « oui, mais les banques, oui, mais. » Donc, puis rappelez-vous, encore une fois, il va y avoir la question qui va être posée par rapport à est-ce que c'est possible de hacker ou de frauder la crypto-monnaie, le Bitcoin, et ils vont dire non, mais oui, mais non, évidemment. Puis comme on a vu dans la vidéo précédente, on a au moins 4 fois où c'est arrivé. C'est ça, il y a des parce que, puis c'est pour 2 raisons. En gros, il y a... puis là, je vais faire le wrap-up tout de suite par rapport à ça, comme ça, vous allez être informés. Il vaut toujours mieux savoir ce qu'on va regarder que de l'apprendre après. Il y a 2... Dans le fond, le Bitcoin ne s'échange pas télépathiquement, Tommy. Je te l'annonce. Pas encore, en tout cas. T'étais-tu au courant? On m'a pas envoyé le télépathisation. Là. Bon, voilà. Fait que comme le Bitcoin ne se transfère pas télépathiquement puis qu'on a besoin d'un support technologique, donc un ordinateur, un téléphone, une plateforme d'échange, un guichet, je sais plus, là, j'ai pas d'autre idée, un wallet, mais ça, c'est une plateforme d'échange. Au final, comme il y a un support physique technologique qui est requis dans la transaction, obligatoirement, il y a moyen de le hacker. De le hacker, ben oui. Deuxièmement, si quelqu'un détient plus de 51%... On l'a vu plus tantôt. de 50%, exact. Si quelqu'un détient plus de 50% des capacités minières de miner le Bitcoin, il va pouvoir... Merci, Yaroda. Super. Il va pouvoir approuver des transactions frauduleuses et à ce moment-là, se créer des bitcoins sans qu'il y en ait vraiment. Tout scrap, là. Tout scrap dès qu'il y a quelqu'un qui a 50 plus 1%. Oui. Fait que là, regardez leur face quand quelqu'un va leur demander si c'est possible de frauder le bitcoin. Et voilà. Voilà. On s'entend, là, ces influenceurs-là, dernière note, tentent de convaincre des gens d'adopter le bitcoin. Ou en tout cas, moi, je vous dis que c'est l'impression que j'ai. J'aimerais ça que vous me disiez dans le chat qu'est-ce que vous en pensez par la suite. Voilà, on se lance. On y va. Hey, ça... J'ai pas écouté souvent des extraits de ce show-là en entier, ça me parle pas souvent. L'argent ne pousse pas dans les arbres, mais les crypto-monnaies poussent dans les ordinateurs. On en parle avec Jonathan Hamel, Elisabeth Préfontaine et Michel Nadeau. Hey, Johnny H, man. Il y a plein de photos de lui avec des gros fusils. En fait, c'était une des photos qui était contender pour la photo d'introduction, sauf que je me suis dit peut-être que c'est pas très Twitch-friendly. Vous êtes aussi chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Elisabeth Préfontaine, vous êtes analyste et entrepreneur en technologie financière. J'ai jamais trouvé sur son LinkedIn expert en finance et études. gouvernance. J'ai des doutes. Vous avez aussi été précédemment numéro 2 pendant 20 ans à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Jonathan, le Bitcoin est une crypto-monnaie. Tout d'abord, au Canada, c'est légal de te commander des champignons par la... Je pense que le terme monnaie est un peu mal choisi parce que Bitcoin, par exemple, est plus considéré comme une commodité. Donc, je pense que c'est un peu comme... On peut le considérer comme l'or 2.0. Donc, Bitcoin, c'est une ressource, on peut dire virtuelle, mais c'est relativement tangible, qui est rare et qui est facile à échanger via un réseau informatique qui est sécurisé. De l'argent virtuel. D'une certaine manière. OK. Jonathan, est-ce que la crypto-monnaie est une vraie monnaie? Non, en fait, la plupart des régulateurs, par exemple, les régulateurs américains récemment ont déclaré, reconnaissent le Bitcoin comme étant une commodité. Une commodité, c'est un peu, par exemple, comme l'or, le pétrole, le grain. Okay. Donc, le Bitcoin se comporte plus comme une commodité parce qu'il n'y a pas si les propriétés d'une monnaie. Si un économiste vous dit que par contre, le Bitcoin est une monnaie, il est liquide il comme pas une monnaie. économiste. Donc, il y a certaines propriétés de la monnaie, mais il y a aussi certaines propriétés, par exemple, des commodités. Elisabeth, est-ce que la crypto-monnaie est facilement accessible au Canada? Est-ce qu'on peut s'en procurer facilement?
Facilement, oui et non. Ça dépend de certaines institutions. Certaines banques ont rendu l'achat de crypto-monnaies plus difficile que d'autres. Mais de manière générale, à travers des échanges organisés ou à travers des échanges physiques, il est possible de faire l'acquisition au Canada. Est-ce que le Bitcoin est divisible? Est-ce qu'on peut acheter une petite fraction de l'unité? C'est divisible au 100 millionième. Donc, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin au complet. On pourrait en acheter, par exemple, pour 100 $ ou quelqu'un qui en a déjà dans son portefeuille pourrait vous faire un cadeau à la fête des mères, à Noël, puis vous envoyer un morceau d'un Bitcoin. Moi, ma mère, elle aime mieux le chocolat. Ou les cartes si jamais, ou les cartes cadeaux. Ou les cartes cadeaux. Michel, en ce moment, la valeur du Bitcoin, qui varie beaucoup, est autour de 7 700 US. Au départ, en 2009, ça valait rien. En 2013, ça valait 100 $. En janvier 2017, sa valeur était environ de 900 $. Il y a plein de sites pour t'acheter du champignon légal. J'en ai plein ici. Est-ce que c'est un bon investissement? J'ai même du champignon en pilule. Il faut surtout aimer les billets de loterie, à mon avis. Parce que c'est absolument imprévisible. Livré par la D'abord, poste. on ne devrait pas appeler ça une monnaie, parce qu'une monnaie, ça sert à régler des transactions des gens qui achètent des biens et services. Dans le cas présent, c'est un système. Évidemment, quand vous allez à la banque, vous déposez de l'argent, vous empruntez, il y a un grand livre. Là, tout ça est décentralisé. Il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas d'assurance. Si vous investissez là-dedans pour le cadeau de votre maman... c'est des grammes de potes, de champignons. Pour 100 000 on a fait un 3,5 à 2 l'autre fois, puis on a été gelé pendant 12 heures. De Laval qui a décidé de vider ses chaussettes, qui vous vend ces choses. Je dois vous interrompre, je m'excuse. Mais encore une fois, c'est la réalité. Attendez, Elisabeth, je vais vous demander. Il n'y a pas de prévoyance. Vous ne savez pas qui est votre interlocuteur. Or, donc, on a bien compris qu'ils ne sont pas d'accord. Absolument. Le dernier point, c'est impossible de prévoir. Si j'achète de l'or, je sais que s'il y a de l'inflation, l'or monte. Si j'achète du pétrole, si le dollar canadien va monter. Mais dans le cas du Bitcoin, c'est totalement imprévisible. C'est vrai de dire qu'il n'y a pas de patron à Bitcoin. Bitcoin, ce n'est pas une compagnie. Bitcoin, c'est un réseau décentralisé. La gouvernance se fait par consensus. Vous avez mentionné un grand livre comptable. Il y en a un, ça s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est la chaîne de blocs. OK. Bitcoin, c'est un protocole informatique et c'est aussi un actif. La résultante des transactions, c'est une chaîne de blocs. La chaîne de blocs, imaginez le grand livre comptable qui, lui, tient toutes les transactions qui ont été faites. Ça, c'est un livre comptable qui est disponible sur des milliers d'ordinateurs sur la planète. Parlez-nous pas, on comprend rien. C'est comme le système Phoenix. Il n'y a personne d'imputable, il n'y a personne de responsable. Au contraire, monsieur. C'est le système de paye Phoenix. Là. Vous avez dit qu'il n'y a personne d'imputable. Au contraire, c'est probablement un des systèmes où la gouvernance est le plus claire. Et en total il n'y a personne. Bien, justement, il y a tout le monde, il y a tous les utilisateurs qui sont en contrôle. Donc, tout ce que vous avez nommé, ce sont des avantages et non pas des désavantages. OK. Jonathan, prenons un exemple simple. Supposons que j'ai des bitcoins et que vous vendez quelque chose, un service, et je veux l'acheter. Alors, je vous transfère ça virtuellement. Vous le recevez dans votre compte. Comme on fait un virement Interact, par exemple. Puis, quelle est la différence entre ça puis vous faire un virement Interact ou faire un échange de monnaie? Quel est mon avantage d'avoir une monnaie virtuelle? Ça vaut mieux le gouvernement. En ce qui nous concerne, par exemple, au Canada, où on a une monnaie stable, à l'heure actuelle, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages de faire une transaction en Bitcoin. Dans certains pays du monde, par exemple, si on peut prendre, par exemple, le Venezuela, où vous avez 9 000 % d'inflation par année, si vous n'utilisez pas... En fait, vous pourriez utiliser l'or, mais c'est accessible seulement à une certaine portion de la population. Bitcoin permet aux gens, même les plus pauvres du Venezuela, d'acheter des Bitcoins et de conserver une certaine partie de leur pouvoir d'achat. On va utiliser l'exemple le plus ridicule, Un autre le plus intéressant, par exemple, pour pouvoir faire valider c'est ce qu'on notre appelle point. les virements internationaux. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont de la famille dans des pays étrangers qui vont vouloir envoyer de l'argent à leur famille. Ils vont faire ça avec des services comme Western Union, par exemple, MoneyGram. Et ces services-là demandent des fois 10-15 % sur la transaction. C'est beaucoup. Donc, Bitcoin serait un outil intéressant pour faire des virements internationaux. Donc, mais on à condition que la valeur se maintienne durant le temps que l'argent se rend. À la cybercriminalité, acheter de la drogue, etc. Évidemment, il y a toutes sortes de patentes ici, il faut que tu gardes ta clé. Tu as du hardware à guetter. Il peut y avoir aussi un cas d'évasion fiscale. C'est parce qu'on ne connaît pas le nom des joueurs. On ne sait pas avec qui on transige. Or, donc, vous êtes aux Bahamas, vous voulez payer certaines sommes. Évidemment, vous faites des transferts de bitcoins. La volatilité aujourd'hui, le bitcoin aujourd'hui a perdu 7,5 %.
Si vous aviez 10 bitcoins, vous avez perdu 5 000 $ aujourd'hui. Donc, si c'était l'argent pour vos vacances, là, vous allez changer de destination. On parlait de transactions illicites. Si je suis un criminel que je veux faire des transactions illicites, la dernière chose que je veux faire, c'est de les mettre ça sur un registre comptable qui est disponible de manière transparente pour les siècles des siècles sur des milliers d'ordinateurs à travers la planète. Je ne voudrais pas faire ça. C'est comme une c'est une clé, utilisation. puis que c'est pas ton nom ni ton numéro d'adresse d'adresse sociale, tu peux pas être identifié, alors que quand tu te promènes avec une mallette d'argent, tu peux te faire En fait, ça arrive souvent, par exemple, voler. que la GRC C'est anonyme quand ça fait leur affaire. Oui, c'est ça. Ça fait... Et selon, disons, son historique de C'est transaction, on va être en mesure de retracer un anonymité réseau à relativement géométrie facilement. variable. Oui, mais c'est tellement facile d'avoir une fausse identité sur... En fait, c'est probablement un des canaux de transaction qui est un des plus faciles à retracer. Là. Donc, récemment, le sous-secrétaire du Trésor américain a dit ça, c'est que, big, ça. Big justement, Ronnie en Run audience nous devant dit le que Sénat, tu peux la faire majeure partie du une petite blanchiment erreur, te d'argent se tromper fait sur un grosso chiffre modo pour par un les code, canaux puis tu viens bancaires d'envoyer, puis il est traditionnels. trop tard. Donc, c'est très, très minime. Et Guy, on assiste à peu près au même discours qu'au début de l'Internet. Quand on avait le début des premières années d'Internet, on disait l'Internet, c'est dangereux, il y a de la pornographie, on peut apprendre à faire une bombe. Donc, ça n'a pas changé. Il y a encore de la pornographie, puis encore la recette pour faire une bombe. Numérique, parce que déjà, 95 % de nos liquidités, c'est pas des billets de banque, c'est pas de dollars. Donc, c'est des chiffres à la banque. Mais je pense que c'est un système qui est encore expérimental, qui n'est pas encore à point, et je pense que le commun des mortels devrait éviter ce genre de spéculation-là, parce que ça ne sert pas à régler des transactions, peut-être au Venezuela, mais au Canada, c'est des placements extrêmement spéculatifs. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a une belle tribune à Tout le monde en parle pour présenter, faire de l'éducation. Puis là, on est en train de faire un mélange d'informations, de désinformation. Je pense que le public va être encore plus mêlé après ce soir. Mais ça donne les deux côtés. OK, bien, j'ai des questions simples. C'est qui qui désinformait, madame, tu penses? Si on perd notre mot de passe, on perd notre argent parce qu'on ne peut plus la retrouver. Oui. Donc, il faut l'écrire dans son testament, il faut le dire à quelqu'un qu'on connaît. Ça, c'est pas un bug. Tu t'organises pas le perdre, là? Système. En fait, Bitcoin, c'est un actif au porteur. Donc, vous avez la responsabilité de sauvegarder, et je vais vous épargner toute la partie cryptographique, mais votre clé privée... Il faut juste s'en rappeler. Mais si vous l'oubliez, c'est vrai que vous perdez tout. C'est la machine qui s'en rappelle. Si vous changez d'ordinateur, comme au Far West, quand tu te promenais avec des mallettes de lingots d'or dans le... Oui, mais... Justement, si, par exemple, en fait, vos Bitcoins ne sont pas sur l'ordinateur, ce que vous avez, c'est une clé qui permet de transiger sur le réseau Bitcoin. Si vous perdez, par exemple, votre ordinateur ou votre téléphone se fait voler et que vous avez sauvegardé de manière sécuritaire votre phrase, vous pouvez la réinsérer dans un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur qui va régénérer votre n'importe quoi, là, tu peux te Est-ce qu'on peut... Exact. Dans un coffre. Est-ce qu'on peut contrefaire des Bitcoins? On va se prendre un coffre à la banque pour nos trois... Non, en fait, Bitcoin, c'est probablement le réseau transactionnel financier le plus sécuritaire au monde. Premièrement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect cryptographique. Donc, la sécurité cryptographique de Bitcoin est aussi élevée. En fait, c'est les mêmes standards de cryptographie que vous avez quand vous allez sur Gmail, par exemple, sur Hotmail ou sur vos services bancaires. Parce que personne ne s'est jamais fait hacker son email. En fait, c'est comme n'importe quoi. C'est plus sécuritaire parce que la cryptographie, c'est la même que les autres services. Disons, le point de faille, c'est vraiment l'usager. Et juste vous donner un aperçu de la sécurité cryptographique, ça, c'est difficile à comprendre parce qu'on voit toujours un film où quelqu'un hack un mot de passe en quelques minutes. Mais ça, dans la réalité, juste pour décrypter une clé privée de Bitcoin, vous avez plus de chances de trouver la combinaison gagnante à la loterie 649 9 fois de fil. Fait que perds la peau, ta c'est clé. un système qui est relativement sécuritaire. Moi, je me suis rendu à 7, fait que... Encore une fois, je pense que les pirates ont eu accès au Pentagone, au dossier des grandes banques américaines. C'est absolument infaillible. Je n'en suis pas certain. Si jamais ça arrivait, la question, où est-ce qu'on va porter le conflit? Devant quel tribunal? Il n'y a pas de tribunal, parce que le Bitcoin est au-dessus des lois. La madame, elle n'aime pas ça. Donc, nous sommes enregistrés de vendre comme ça des valeurs mobilières. Oui, celle de Chypre. Donc, vous devrez aller à Nicosie plaider votre cause. Si on est capable de frauder la blockchain de Bitcoin, si on était capable de l'altérer, vu que c'est le même protocole de sécurité, par exemple, que les services bancaires en ligne,
Moi, j'ai entendu plein d'histoires de monde qui ont fraudé sur le blockchain. C'est tout le système financier mondial. Il y a juste des nouvelles manières à faire. C'est le même niveau d'encryption. Fait que tu es en train de me dire que c'est le même niveau d'encryption que le système bancaire, mais pas assuré par l'autorité des marchés. C'est dans les entreprises intéressant. périphériques, c'est-à-dire les échanges. On veut faire attention avec les fournisseurs de services qui gravitent autour de l'écosystème Bitcoin. Et ça, quelle année l'entrevue? Ces lois-là sont déjà établies de ne pas voler, de ne pas frauder, de ne pas faire de 1er avril 2018. C'est un poisson d'avril. Important de l'actif Bitcoin qui devrait vous fasciner, vous qui avez une expérience dans le monde bancaire, c'est qu'une transaction Bitcoin, il n'y a pas de risque de contrepartie. Donc, le modèle d'affaires qui peut être développé autour de ça est incroyable parce que tout le système bancaire est composé d'intermédiaires qui deviennent des tiers de confiance, qui servent à mitiger le risque de contrepartie. Tout le pari dans la gestion de vos épargnes, de vos économies, c'est un système de technologie où il n'y a aucun encadrement réglementaire, il n'y a aucune transparence. Moi, je trouve que c'est risqué. Permettez-moi deux réponses. Encore une fois, à moyen et long terme. Moi, je trouve qu'à moyen et long terme, Bitcoin va peut-être être là dans 10-15 ans, je le pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de turbulence et que les consommateurs ne devraient pas toucher à ce genre de monnaie. On peut parler, par exemple, de l'or, le marché de l'or, M. Nadeau, qui est une bulle, mais c'est qu'une bulle de 3000 ans. Si vous regardez probablement dans les premières années de l'échange de l'or comme commodité, c'était probablement volatile comme le Bitcoin aujourd'hui. Donc, c'est un marché qui est relativement jeune. En 2014, le Bitcoin a perdu 80 % en une journée. Alors donc, c'est... Il y a un fonds négocié en bourse qui a perdu 100 il y a 3 semaines. Oui. Donc, J'aimerais dire deux choses. Oui. Vous écouterez la facture qui a passé la semaine passée. Il y avait un beau reportage sur Western Union. Comment? Qui vit 3000 ans? Exactement ça. Fait que les premiers adopteurs de l'or sont morts avant. Ils n'ont jamais voulu l'avouer. Avant que la bulle éclate. Ils ont été pris la main dans le sac, il y a eu une investigation, etc., etc. Bitcoin, ça règle ça. Vous êtes pris en Europe, vous avez besoin d'argent d'urgence, de mon portefeuille à votre portefeuille instantané, pas d'intermédiaire. La deuxième chose, vous semblez dire que là, il ne faut pas toucher à ça. C'est un actif. Il va y avoir un intermédiaire parce que tu vas être obligé de le traduire en euros pareil. Dans un patrimoine, on va avoir des actions, des obligations, sa résidence principale. Certains plus fortunés vont avoir la chance d'investir dans l'or ART, dans l'or OR. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Puis là, on a accès à une nouvelle classe d'actifs qui sont les crypto-monnaies. Donc, d'un point de vue de construction de portefeuille, évidemment, on ne va pas aller mettre tous ses œufs. On pourrait avoir une classe d'actifs qui s'appelle les billets de loterie aussi. Je respecte votre opinion, mais je suis profondément en désaccord. Je pense qu'il y a un manque de compréhension fondamentale de ce qui est en train de se passer. Puis ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous, qu'on creuse le dossier ensemble. Seulement si ça vous intéresse. Creuser le dossier, on peut regarder la consommation énergétique. Parce qu'il fait sa mise à jour. Attendez, on n'est pas rendu là. On y vient. Mais c'est parce que ça consomme énormément d'énergie. C'est même un marché pour Hydro-Québec. Ouais. Ça, c'est intéressant. Vous soulevez un point. C'est vrai, ils n'ont même pas encore parlé de l'énergie. Enfin. Bravo. Ce que les mineurs de crypto-monnaies ont besoin, c'est effectivement l'électricité. Donc, c'est une activité qui est énergivore, comme toute activité industrielle. Et on a un autre actif au Québec qui nous place comme une place de choix. C'est qu'il fait froid, donc on n'a pas besoin de climatiser plusieurs mois par année. Comme les centres de traitement informatique, c'est ça aussi. Donc, on a deux actifs intéressants pour accueillir cette économie-là. Le froid et l'électricité qui est relativement à bas coût. Il y a un dossier dans Québec Science qui dit que le Bitcoin consomme l'équivalent de la consommation d'1,2 million de Québécois. Or, un jour, peut-être que M. Couillard devra choisir un 23 décembre. Est-ce qu'on fait marcher le Bitcoin local ou on éteint la lumière? Regarde, Jonathan, il n'aime pas ça. Ils mangeront leur dinde congelée. Je vais citer le président d'Hydro-Québec qui a dit que, en fait, Hydro-Québec, dans les 15 dernières années, a augmenté de beaucoup sa capacité de production, ce qui fait en sorte que Hydro-Québec a des surplus d'électricité qui sont majeurs. Oui, on les vend avec un très bon profit. Quand on a un surplus d'électricité, ce surplus-là, il est perdu. C'est pas quelque chose qu'on peut emmagasiner à jamais. Donc, c'est pas perdu. Le président d'Hydro-Québec mentionnait deux choses. Les centres de traitement de données, par exemple Amazon, Google, ça, Amazon, et le deuxième, c'est toute l'industrie blockchain, donc les mineurs des entreprises comme par exemple Bitfarms, qui s'installent ici et qui consomment ces surplus d'énergie-là. L'exemple qu'on a vu, par exemple, à Sherbrooke, où une entreprise, Bitfarms, des Québécois qui ont lancé cette entreprise-là, un investissement de 250 millions, c'est un des plus grands investissements privés depuis longtemps au Québec en technologie. Ce qu'ils font, en fait, avec le partenariat avec Hydro de Sherbrooke, c'est que Bitfarms va consommer seulement la différence entre la capacité totale de production et ce que le réseau consomme actuellement. Donc, autrement,
ce surplus de production-là serait perdu. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. J'ai vraiment pas l'impression que ça existe, le concept de surplus énergétique perdu, et c'est parce des qu'on sait dizaines pas de quoi millions de faire dollars avec. qui rentrent dans les coffres de la ville de Sherbrooke. Pour répondre à l'argument de M. Nadeau qui disait, bon, un 23 décembre, il va falloir débrancher les foyers québécois parce qu'on a besoin de miner de la crypto-monnaie, dans l'entente de Bitfarms avec Hydro-Sherbrooke, il est déjà prévu que s'il y a une pointe en hiver, une pointe hivernale, bien, qu'ils vont débrancher les machines. C'est déjà prévu, puis ils ne sont pas en train de produire ça veut de dire qu'on ne pourra plus avoir accès à notre argent. C'est de l'électricité excédentaire. Ce qui est intéressant dans le cas du minage Bitcoin ou l'industrie blockchain, c'est que beaucoup de régions, par exemple, ont des usines qui ont fermé, qui ont encore des approvisionnements électriques importants. Catherine, dans le chat, pourrais-tu nous dire si ça existe qui pour pourrait, vrai, par exemple, accueillir des investissements majeurs, qui sont encore une juste fois, de Bitfarms. Il y a des projets même de 500 millions de dollars, près de 500 emplois. Donc, pour des régions qui ont eu des pertes massives d'emplois, par exemple, dans les ressources naturelles, ça fait plusieurs gouvernements successifs, M. Nadeau, qui tentent de diversifier l'économie des régions par la technologie. Et là, on a des fonds privés, des capitaux privés qui veulent relancer des usines fermées et on trouve le moyen de leur mettre des bâtons dans les roues. Je trouve ça assez incroyable. C'est clair que cette semaine, vous trois, vous allez recevoir énormément de courriels. Oui. Je trouve ça... Merci de nous avoir expliqué les tenants et aboutissants. Pauvre Jonathan, que les Sherbrookois, au cœur, lui, tu sais, il pense aux gens de Sherbrooke, ils sont importants pour lui, les gens de Sherbrooke. Ouais. C'est vraiment, là, c'est une grosse affaire pour lui. Jonathan, c'est Amel tout de limite. Ben, je pense qu'on peut passer ouais, à la prochaine affaire. Fait que tout ça pour dire que, je sais pas, dans le chat, vous pouvez peut-être nous le dire, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez, comme moi, eu l'impression qu'il essayait de recruter des gens? Chris, ben oui. Oui, hein? Ah, ben oui. Les interventions de Mme Préfontaine qui étaient comme, non, mais vous allez décourager les gens. Oui, OK. Pourquoi pas? C'est ça. Il était là pour faire la promotion du Bitcoin. Ça, c'est clair, sûr et certain. Vraiment. Donc, ouais, moi, ça me... Bref, c'est l'impression que ça me donne. Puis c'est beaucoup l'impression, puis évidemment, les Tadros, on se pose pas la question, est-ce que c'est l'impression qu'on a que les influenceurs essayent de recruter des gens? Les Tadros essayent de recruter des gens pour investir dans le Bitcoin. Maintenant, pour se donner une idée, maintenant qu'on a vu un peu des influenceurs québécois, je vais vous parler un peu du vocabulaire qui vient avec la communauté. Parce que quand... je suis pas sociologue, mais le vocabulaire aide à comprendre un peu mieux qu'est-ce qui est le fondement, qu'est-ce qui est important pour la communauté. Donc, il va y avoir le huddle. Le huddle, c'est une faute. À la base, c'est une faute de frappe pour le mot hold, retenir en anglais. Puis le hodl, c'est les investisseurs en crypto transforment... dans le fond, c'est... Ils doivent retenir à vie leur crypto. C'est très encouragé dans la communauté d'éviter de se départir de sa crypto-monnaie. Ben oui, sinon rapidement. Tu sors l'argent du système. Tu veux garder l'argent dans le système. Exact. Justement, comme c'est important de garder la crypto-monnaie le plus longtemps possible dans le système, les gens qui la gardent vont s'appeler, tu peux changer d'image, des Diamond Hand. Des Diamond Hand? Des mains de diamant. Tabarnak. Avec des bandeaux pis tout. J'aime ça. Oui, non. Je suis allé chercher les memes sur Reddit de... Voilà. Donc, les Diamond Hand, donc les gens qui retiennent la crypto-monnaie, vont être des gens qui ont des mains de diamant. Donc, c'est encouragé parce qu'on s'entend, le diamant, c'est mieux. C'est vrai, on aime ça. Par opposition, on peut changer d'image, ça va être les paper hand. Et puis là, ils n'ont pas été de main morte, c'est du papier de toilette. Ils sont pas fins, eux autres, ils veulent avoir de l'argent de papier dans leurs mains. Exact, mais les paper hand, c'est par opposition, c'est mou, c'est fragile. C'est des gens qui vont se départir rapidement à la moindre fluctuation de leur Bitcoin. UPH, c'est que le monde se dise. Hein? Ouais, c'est pour ça qu'on voit ici là, que c'est pas valorisé, justement, du fait que c'est du papier, mais en plus du papier de toilette. Chaque personne qui sort son argent du Bitcoin fait que mon Bitcoin perd en valeur. Exact. Fait que c'est normal que tu veux pas que le monde se sauve. Là. Exact. Fait que là, il y a un autre mot qui est le FUD. Je t'invite à changer d'image. Le FUD, qui est Fear, Uncertainty and Doubt. Donc, peur, incertitude et doute. Puis le FUD, c'est ce qui fait en sorte que les gens vont se départir de leur crypto. C'est un lingot de religion, ça, là. Exact. On parle de culte, là, vraiment. Hein?
Puis c'est... dans le fond, c'est des informations négatives qui vont être données à propos de la crypto. Fait que là, nous, ici, on FUD actuellement. C'est ça, c'est On ça. FUD. Puis Nado, tantôt, fudait aussi, là, Oui. par rapport aux deux Diamond Hands, qui était la madame, puis l'autre Amel. Là. Exact. D'ailleurs, toi, tu skides, hein, Tommy? Non, moi, je skid all the way, tabarnak. Si, living in the skid. Faudrait, vu que t'es un influenceur, j'aimerais ça que tu penses à peut-être un geste qui serait FUD. Tu sais, quand on FUD, comme on skid, on FUD, faudrait que tu me trouves quelque chose. Qu'est-ce qu'on... Ben, de même, c'est pas pire, hein? OK, donc on FUD. Là, on va se le dire, si on veut traduire ça en termes conspi, c'est l'opposition contrôlée. Oui, OK. C'est les diviseurs. On est des diviseurs, on est des fudeurs, on est toutes, nous autres. Et finalement, le whale. Prochaine slide. Le whale, c'est la baleine. C'est des gens qui ont beaucoup de Bitcoin. C'est des gens qui, quand ils font une transaction sur le réseau, vont faire varier le prix. Tellement, mettons, ils passent 20 000 bitcoins d'un coup. Parce qu'ils en ont vraiment beaucoup. OK. Donc, c'est quand même important parce que ça veut dire... les serveurs, on le voit, là, j'en ai trouvé un post ce matin qui disait qu'il y avait une whale qui avait passé, puis le prix avait changé. Là, t'es comme, OK, OK. Donc, là, ça veut dire qu'il y a des gens qui détiennent vraiment beaucoup de Bitcoin. Pour moi, c'est une question, c'est dans quel univers, si quelqu'un détient énormément de Bitcoin, cette monnaie-là est décentralisée. Ah ouais, tu marques l'espèce de parallèle, le paradoxe entre... Puis même juste le fait de 50% plus 1 tantôt que tu parlais tantôt. Oui. C'est... De mineurs. Ouais. Donc, c'est un actif, une crypto-monnaie qui se veut décentralisée, mais qui a quand même toutes les opportunités requises pour éventuellement se centraliser parce que là, je ne sais pas exactement comment vous êtes familier à l'offre et la demande, mais le principe de l'offre et de la demande, c'est que quand un bien, quand on ajoute une offre de bien sans faire varier la demande, le prix de ce bien-là va diminuer. Si on augmente la demande de ce bien-là sans faire varier l'offre, le prix va augmenter. C'est ça, Là, si une whale décide du jour au lendemain de vendre, donc d'offrir tous ces bitcoins, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est une affaire de FUD puis de paper round. Ça veut dire que la valeur de tous les autres bitcoins va baisser. Voilà. C'est sûr. Ben voilà, le prix du bitcoin va chuter. C'est super volatile. Il n'y a personne qui contrôle rien. Tu es au courant de rien. Là. Non. C'est un peu... je vais juste répondre à Joël... pas Joël. Son nom, c'est Hamel. Monsieur Hamel. Jonathan Hamel. Quand il disait « Ouais, mais c'est possible d'envoyer l'argent. » OK, oui, c'est possible d'envoyer l'argent. Sauf que par le temps que l'argent va arriver dans le compte de la personne à qui tu as envoyé l'argent internationalement, ça se peut qu'elle vale plus, mais ça se peut qu'elle vale moins. Alors, si tu lui envoies pour acheter un pain, ben ça se peut qu'elle puisse pas s'acheter une tranche de pain. Voilà. Voilà. On va passer à la prochaine image. Ça en dit quand même beaucoup. Puis moi, je veux le ramener, là, mais l'argument écologique là, de l'énergie, je trouve que c'est quand même big time. C'est beaucoup. Là. Donc, François a une question. Avant de passer à la prochaine image, on va écouter François. Vas-y. Je voudrais affirmer que c'est un total mensonge. Parce que ces salles de serveurs-là, la dame, elle a dit une grosse menterie. Quand on arrive à une température extérieure déterminée, les systèmes de refroidissement mécanique se ferment et on prend l'air extérieur pour refroidir les serveurs. Il y a des systèmes comme ça à Saint-Hyacinthe, il y en a sur P9 à Montréal. Fait que c'est total mensonge. La chose qu'elle a dit qu'elle mette à off leur système pour le pic électrique, c'est pas vrai. Ah, ben peut-être c'est comme un contrat en particulier avec une affaire, là, mais... Parce que l'air est froid, même à Sherbrooke l'hiver. Ouais, ça, sûrement. Un petit peu moins chaque année, mais encore. Donc là, j'ai pris cette image-là, encore une fois, sur Reddit. C'était une compilation de la répartition des bitcoins. Notez que c'est des bitcoins par adresse. Donc, c'est le nombre de bitcoins ou la valeur des bitcoins par adresse. Sauf que... Une adresse, ça serait comme une personne. Là. Comme là, il y a 3 182 099 personnes qui ont entre 0 et 0.0001 bitcoin. Oui puis non. Ah.
Parce qu'il n'y a rien qui nous dit que une personne a juste une adresse. Ah ouais. Mais ça, c'est fréquent, ça. Ils n'ont tout le temps tout plus qu'une parce qu'ils demandent les dons à une adresse, puis après ça, ils transfèrent de celle-là à leur autre secrète pour pas qu'on sache combien il y en a. Là. Fait que tout ça pour dire que c'est possible quand on dit que dans le fond, là, j'aimerais que vous portiez votre attention aux 7 lignes qui sont en dessous, les 7 lignes inférieures. On voit ici que tu as 9,7% des propriétaires d'adresses de compte Bitcoin. Notez que j'ai appelé ça des propriétaires d'adresses de compte Bitcoin. Oui. Et non pas des adresses, des gens. Détiennent plus de 98,51% des Bitcoins. Donc, 9% des propriétaires d'adresses de Bitcoin détiennent 98,5%. Et là, ça, comme je vous le disais, ça se peut que la même personne détienne plusieurs adresses. Ah oui, effectivement. Donc, au final, ça pourrait être inférieur à 98. Ça peut pas être supérieur. Ça peut être inférieur à 98,5. Ouais, je comprends. C'est quand même fou. Comme je vous disais tantôt, les détenteurs de Bitcoin, c'est majoritairement des geeks à la base qui ont adopté la monnaie alors qu'elle valait presque rien. Des gens qui avaient confiance ou qui comprenaient le système, qui avaient accès à l'information de comment fonctionne le système. Et là, maintenant, les autres, c'est des grosses firmes d'investissement maintenant qui ont mis le pied là-dedans. Et ce sont les mêmes grosses firmes d'investissement qui ne sont pas régulées, qui étaient au départ la cause de la crise des subprimes en 2008. Ouais. C'est... Ouais. Donc maintenant, on va parler de la valeur du Bitcoin. Si tu peux passer à la prochaine image, Tommy. Donc... C'est le Day of the Pizza, on en a parlé tantôt. Oui, on en a parlé tantôt, mais quelque chose qu'ils n'ont pas mentionné, c'est combien ça aurait valu. Donc, le 22 mai 2010, Laszlo Aniek, j'espère que j'ai dit correctement son nom, sinon je m'excuse, monsieur, a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins, donc 41 $. Maintenant, c'est 10 000 bitcoins en 2022. Là, j'ai pas refait le calcul aujourd'hui, mais c'était 680 millions. Tabarnak. As-tu déjà mangé ça, toi, une pizza de 680 millions? Non, mais elle doit être bonne. Elle est bonne, la pizza qu'il y a là. Ouais, mais celle-là, je l'ai pris sur Canva parce que le problème, c'est qu'il a pris une photo, mais il y avait ses enfants, puis je sais qu'on n'aime pas ça mettre les enfants ici. C'est tant de meilleur goût de mettre la pizza que des enfants qui sont pas au courant, qui sont là. Ah, ouais, voilà. Donc, j'ai choisi de pas mettre la photo avec ses enfants. J'ai pris une photo de lui tout seul, puis j'ai mis une fausse pizza. Et voilà. C'est une vraie pizza, mais pas la sienne. Je comprends. Pas la sienne. OK. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, là, ce que j'aimerais vous faire remarquer avec l'image précédente, mais c'est pas grave, on peut rester sur celle-là en attendant, c'est que c'est plus intéressant de garder ces bitcoins. Ben oui. Tu veux pas FUD? Parce que si tu vends tes bitcoins, alors qu'ils valent pas grand-chose ou rien à tes yeux, mais que la valeur augmente à ce point-là, ça fait cher la pizza. Donc, au final, c'est valorisé, puis même ces exemples-là entraînent les gens à garder leur bitcoin. Ben oui, tu veux pas être le prochain Laszlo Aniek qui... Non. Ben oui, c'est sûr. Voilà. Donc là, on va regarder la valeur du bitcoin, le graphique de la valeur du bitcoin. Je l'ai pris... c'est super facile. Si vous voulez regarder pour une valeur d'une devise ou d'un titre financier, vous avez juste à googler le titre financier, son nom, puis la valeur, puis vous allez avoir l'information. Wow. Ouais. C'est quand même très... vive Google pour ça, on va leur donner. Là, j'ai pris le maximum, ça se rendait en 2015. Il n'y avait pas en bas de ça, fait que j'ai décidé de m'en tenir à ça pour... C'est bien correct. Puis on voit comme vous pouvez voir, c'est très volatile. Ah, vraiment? Il y a des journées où tu te lèves le lendemain, regardez, là, un peu après 2021, là, tu te réveilles, puis finalement, tu t'es couché, tu étais riche, tu te réveilles, tu peux plus t'acheter de pain. Officiel. Ouais, c'est donc, weird, ouais, donc c'est ça. Puis maintenant, ben, ça redescend. Ça redescend à quel niveau? Ça, on le sait pas. On le sait pas? Imagine, on le sait pas, Tommy. C'est vrai. Je sais pas ce qu'on va faire. Si le monde décide de tout fodder parce qu'il y a plein d'affaires puis tout, écoute, on est nus. Ouais. Je suis très d'accord. Fait que là, je me suis... Dans le fond, la valeur du Bitcoin, pourquoi ça varie comme ça? C'est une bonne question.
La valeur du Bitcoin, c'est ça repose sur plusieurs facteurs. Donc, entre autres, le fait que plusieurs personnes en détiennent, ça te donne une impression de confiance. Si tu te dis, ah ben, Tommy en a, ben moi aussi je vais en avoir, c'est correct. Tu sais, si Tommy, c'est un bon investisseur. Non, je peux pas dire cette phrase-là. Donc, bon, c'est pour ça que je dis, Tommy, c'est un bon investisseur. Ben, d'habitude, il réussit à faire de l'argent. Fait qu'avec ses placements, ben moi aussi, je vais faire comme lui. Fait que tu te dis, ah, ben, les autres le font, je vais le faire. Il y a aussi le fait que tu peux l'utiliser, ça donne confiance. Le fait que tu te dis, bon, mais je pourrais, si elle perd de la valeur, je peux quand même aller m'acheter des pizzas. C'est vrai. Mais si ça tombe à zéro, par exemple, tu ne pourras plus aller t'acheter des pizzas. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a sa renommée, le fait que Bitcoin est connu. Là, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, mais je serais vraiment curieuse de voir combien de personnes connaissent pas le mot Bitcoin. Ouais, je comprends. Ouais. Sinon, le fait qu'elle est décentralisée, ça donne confiance. Les gens qui ont perdu confiance au système ont confiance au Bitcoin parce qu'elle porte le mot décentralisé. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ça se tient, c'est... C'est vrai, hein, qu'ils ont parlé d'une fondation qui était pour la promotion puis tout, puis ils ont réussi le job en crise parce que c'est vrai que tout le monde sait c'est quoi le Bitcoin. Les frères Tadros nous annonçaient en 2021 que le Bitcoin allait monter au-dessus de 100 000 $ en 2022. Ouais. Oups. Est-ce qu'eux, ils connaissent ça, tu comprends? Ben oui, ils chantaient des tonnes avant. Effectivement. Donc, en d'autres mots, là, je m'excuse d'avoir pris une interruption. Oh, je suis en train de mourir. En d'autres mots, le Bitcoin, la valeur du Bitcoin repose sur la confiance. La confiance des gens, la confiance au système, ben, le système Bitcoin, évidemment. Puis, il n'y a pas de bureau de capital, de biens tangibles ou d'innovation qui peuvent justifier la valeur du Bitcoin. OK. Parce que il est souvent comparé à l'or. Puis, si on y pense comme il faut, si l'or perd toute sa valeur, si je m'achète un lingot d'or puis que l'or perd toute sa valeur, je peux toujours utiliser mon lingot d'or pour me défendre dans la rue si je me fais attaquer. Un bon coup de lingot d'or sur la tête, probablement que ça t'assomme quelqu'un. Ça a plusieurs propriétés physiques intéressantes, de la conductivité, ça reste tout le temps brillant aussi. Il y a toutes sortes d'affaires à faire avec de l'or, effectivement. Tu peux faire des bijoux, tu peux... voilà. Il y a toujours moyen, peu importe, là, c'est un exemple un peu idiot, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose avec le bien qui a plus la valeur qu'il y avait initialement. Mais tandis que si ton Bitcoin crash puis que sa valeur tombe à zéro, ben tout ce que tu as, c'est des mots, une clé, puis... Des regrets. Des regrets. T'as même pas de pizza. T'as même pas de pizza! Donc... Oh, pardon. Je sais pas ce qui est écrit. Donc, puis l'autre chose, c'est que quand ils comparent ça à des biens financiers comme des actions, ben les actions, au moins... tu peux, dans le fond, c'est basé sur le CEO de l'entreprise qui a fait ses preuves, c'est basé sur les chercheurs, sur les brevets, il y a toujours quelque chose en arrière. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui ont fraudé on a juste à penser à Theranos, mais au final, ça reste qu'il y a un peu d'informations derrière. Le Bitcoin repose sur aucune information. OK. Donc, là, comme je disais, le Bitcoin repose uniquement sur la confiance. Puis, pour que sa valeur augmente, il faut qu'il y ait constamment des nouveaux investisseurs. Fait que là, dans le chat, est-ce que vous voyez où je m'en vais? Quelle est la structure qui fait en sorte que pour survivre, il faut qu'il y ait des nouveaux investisseurs constamment? Là, je vais commencer à donner des indices. C'est un Italien dans les années 20 à Boston. Les manigances. Voilà, tu l'as eu. Ponzi scheme. On est Ponzi en esti, effectivement. Voilà. Donc, et là, présentement, il y a beaucoup de gens qui se questionnent depuis plusieurs mois. C'est à savoir, est-ce que les bitcoins sont un Ponzi scheme? Est-ce que les bitcoins sont une pyramide de Ponzi? Ben oui, parce que t'as pas le choix d'amener ton argent dedans. Il faut... Oui. Il y a rien au final. C'est de donner de la valeur à rien. En tout cas, moi, je suis pas un expert non plus.
Avant de continuer... S'il y a du monde de plus ferré que moi dans le domaine qui n'ont pas encore statué, mais moi, j'irai avec un oui. Là, ça m'a jamais... Mais pour l'instant, on va se poser la question. Là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Ponzi scheme, Tommy, on va écouter le prochain vidéo. Parce que c'est correct de ne pas le savoir. C'est l'exemple récent de pyramide de Ponzi le plus connu. Bernard Madoff, ce grand escroc des années 2000, purge sa peine de prison de 150 ans au fin fond de la Caroline du Nord. Mais ce n'est pas parce qu'on parle plus ou peu des pyramides de Ponzi qu'elles n'existent plus. Voyons d'abord en quoi ça consiste. Chaîne de Ponzi, dynamique de Ponzi, pyramide de Ponzi ou schéma de Ponzi, appelez ça comme vous voulez, mais le principe reste le même. Quelqu'un qui vous inspire confiance vous propose d'investir dans son portefeuille et vous promet des intérêts juteux à toucher dans la foulée. En fait, le fraudeur va prélever une partie de la somme que vous lui avez confiée, d'abord pour son enrichissement personnel et ensuite pour payer la personne qui s'est fait rouler avant vous. Quant à vous, vous serez payé avec la personne qui sera victime de l'arnaque après vous. Pourquoi Ponzi? Eh bien, ça vient de Charles Ponzi, un businessman italien qui sévissait à Boston dans les années 20. Il promettait 50% d'intérêt à toucher seulement 3 mois après. C'est tout de même 30 000 personnes qui sont tombées dans le panneau. La rumeur veut qu'au plus haut de sa forme, Ponzi encaissait jusqu'à $1 million par semaine. Ponzi avait monté de toutes pièces un faux business de revente de timbres alors qu'il n'en avait jamais acheté un seul. En France, la dernière escroquerie connue remonte au mois d'octobre. Dans la région Hauts-de-France, une société secrète a escroqué pendant 4 ans plusieurs centaines de personnes. Les agrafins invitaient des gens à entrer dans ce cercle. Première condition, investir 10 000 €. Et deuxième condition, ramener 2 autres personnes respectant aussi la première condition. Les organisateurs proposant à terme aux nouveaux arrivants d'empocher la somme de 170 000 €. Pourquoi autant de gens, que ce soit avec Ponzi ou avec les suivants, sont tombés dans le panneau? Eh bien parce qu'ils vous proposent des gains faciles, rapides. En gros, investissez 5 000 € aujourd'hui et vous toucherez le double dans quelques mois. Ça fait rêver, surtout quand on sait qu'un taux d'intérêt tourne plutôt autour de 2,5% par an. C'est justement ça qui doit mettre la puce à l'oreille. Là où ça coince, c'est quand un client veut récupérer son argent. En général, l'escroc rechigne, il glisse comme une anguille et pour s'en sortir, il promet finalement des gains encore plus importants pour convaincre justement l'investisseur de rester. Bernard Madoff sélectionnait ses investisseurs avec soin. Souvent, il n'acceptait que les tickets minimum d'1 million $. Et parmi ces victimes, on retrouve notamment HSBC, Banco Santander, Natixis ou encore BNP Paribas, les plus grands donc qui sont quand même tombés dans le panneau. Et ça continue. Aux États-Unis, par exemple, 2,25 milliards $ ont été démantelés dans des pyramides de Ponzi sur les 5 premiers mois de l'année 2018. C'est un chiffre issu du blog spécialisé de Ponzi Book et c'est un record. Tous les actifs sont concernés, matières premières, matières agricoles, immobilier, tickets de concert ou encore devises cryptographiques comme le Bitcoin. OK. Voilà. Donc, vous savez un peu mieux c'est quoi le Ponzi scheme. Vous avez une idée de c'est quoi le Bitcoin. Évidemment, je ne suis pas allée dans tous les détails parce que c'est sûr qu'il y a autre chose, il y a d'autres effets, il y a d'autres... Mais... je suis allée vers ce qui était le plus important. Vous pouvez continuer, évidemment. Je vais pas vous dire de faire vos recherches, c'est pas ça. Je vous invite à vous renseigner, par contre, c'est vraiment important. Mais gardez en tête que ce système-là semble reposer uniquement sur le fait qu'il y a des gens qui recrutent d'autres personnes. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, des trucs, je sais pas, j'arrive pas à bien lire le chat en parlant, donc peut-être, Tommy, tu as vu des choses entre-temps? Tout le principe du Bitcoin décroule avec ça. Tu devrais dépomper, t'es tout seul à rager pour rien. Oh, j'ai manqué ça. Joli Gogun, c'est comme Celsius qui promettait des rendements faramineux sur des comptes Bitcoin sécuritaires. Madoff a volé 19 milliards, mais n'a investi que 1 $ de cette somme dans une entreprise pure pour faire fructifier. Non, il n'y a pas... as-tu un produit à nous vendre? Absolument pas. Sauf que si ma chronique vous a intéressé, ça va me faire plaisir de revenir.
Ben oui. C'est ma passion, pour vrai. Là. J'adore ça, m'informer sur les schemes économiques, parce que pour moi, là, si vous vous êtes fait avoir pas fait avoir, mais si vous avez acheté des bitcoins, c'est normal. Les gens, il y a eu des fondations, il y a des gens qui sont allés, tout le monde en parle pour essayer de le démocratiser. Puis c'est normal de pas voir à quel point c'est bizarre comme structure. Puis moi, ça me passionne depuis longtemps les scams économiques. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue vous parler de ça. C'est weird aussi qu'on sait pas c'est qui Satoshi Focal. Il y a quelqu'un qui bénéficie de ça à quelque part. Là. Il y a une entité qui est comme au sommet d'une pyramide de quelque part. Là, voilà, puis on sait pas c'est qui. On sait pas c'est très, très louche. Là. On se doute de c'est qui apparemment, mais tu sais... Ah ouais, hein? Ouais. À suivre. Les manigances demandent quels éléments dans le Bitcoin devraient rattacher le fonctionnement à une pyramide de Ponzi. Le fait que... c'est vraiment le fait que pour que la valeur du Bitcoin augmente, il faut qu'il y ait des gens qui rentrent dans le système constamment. Puis dès qu'il y a des gens qui sortent du système, la valeur diminue. Donc, au final... on peut croire... Ça ressemble fortement à un Ponzi scheme, puis on va avoir la confirmation dans les prochaines années. On le saura pas aujourd'hui, on le saura pas demain, sûrement pas demain. Mais éventuellement... Comme le monsieur disait aussi, hein, il a dit dans 10-15 ans, ça va peut-être être de quoi que je vais conseiller, mais pour l'instant, je conseille à personne d'investir là-dedans. Peut-être un peu de patience, on verra. Voilà. On demande, Dominique, est-ce que tu peux parler des monnaies locales qui sont un peu l'inverse idéologique du Bitcoin, qui permettent aussi de sécuriser contre les crises économiques? Ça va me faire plaisir de faire des recherches là-dessus et de revenir. Ça vous va, ça? Ben, Chris, on dit ça de même, là. Sinon, Satoshi, ce serait Gornua. C'est clair. Ah. Pourquoi j'y ai pas pensé? C'est sûr et certain. On n'a pas de protection si des gens ne rentrent plus. Effectivement, il y a ce genre de patente-là. Ben, écoute, merci beaucoup, Dominique, d'être merci de m'avoir passé. invité. Ben, je prépare un prochain dossier. On se tient au courant. Ça va me faire plaisir. On réglera ça plus off-screen parce que j'ai encore une grosse soirée pour vous. Et on a notre première toune de la soirée choisie par... notre très généreux donateur Doug Bread. On va écouter Michael McDonald pour finir ce bloc, ce premier de Dominique qui est de l'autre côté dans quelques instants. On va avoir vraiment beaucoup de pétrerie. Merci d'être à la Dandom au Mercredi 119. Ça